Économie stratégique. Merci de m'avoir invité à cette journée qui est extrêmement intéressant. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les deux présentations précédentes. Alors, s'il m'est permis, je souhaiterais commencer par rebondir un peu pour compléter ce qui a été dit. Et par rapport d'eux, je commencerai par votre présentation, M. Bocquet. C'est extrêmement intéressant. Et justement, ce que vous devriez inclure dans votre calcul, pas seulement le fait qu'on récupère l'argent d'une évasion fiscale, etc., mais aussi, on nous parle du passif, mais on ne nous parle jamais de l'actif. Or, n'importe quel comptable sait que quand on fait le bilan d'entreprise, il faut regarder l'actif aussi. On nous dit, nos enfants héritent d'une dette, ils ont peur. Oui, mais ils héritent d'un actif. Et quand vous faites la différence des deux, indépendamment des chiffres que vous avez mentionnés, on est déjà dans le positif. Parce qu'il y a les hôpitaux, il y a les écoles, il y a les universités, il y a tout cet ensemble de biens communs dont on dispose, des biens publics qui contribuent à l'actif. Donc il faut, pour être tout à fait propre, dans le nouveau manifeste des économies satérées qu'on avait publié il y a quelques années, on avait fait le compte. On hérite, chaque enfant qui naît dans un couple machin, hérite d'un actif qui est très largement positif. La dette publique, c'est pour faire peur aux bobos et pour leur dire, mon Dieu, il faut faire des économies, il y a plus de sous, il y a. C'est pas grave qu'on aille emprunter ça sur les marchés. Moi, je préférais le circuit du trésor d'avant. Mais bon, à partir du moment où vous payez un taux d'intérêt qui est inférieur à votre taux de croissance, il n'y a pas de problème. L'État, c'est pas un ménage. Moi, je vais partir en retraite dans une vingtaine d'années. Bon, l'État français, il part pas en retraite. C'est-à-dire, dans 20 ans, si je veux avoir mon banquier, il va me dire, écoutez, monsieur Lang, vous êtes gentil, mais là, vous allez partir à la retraite, on ne va pas vous faire un prêt sur 30 ou 40 ans. L'État, il ne part pas à la retraite. Quand l'État a remboursé, il peut réemprunter. Et si le taux auquel il emprunte est inférieur au taux de croissance de son économie, qui détermine lui-même les rentrées fiscales, c'est pas un problème. Il n'y a pas de problème. Tant que le taux d'intérêt qu'on paye, et là, il est négatif, est inférieur au taux de croissance, tant pis, c'est pas grave, on arrive à l'échéance et on remprunte, on rembourse et on réemprunte. C'est pas grave. En finance, quand on fait la théorie de la finance, on dit même qu'il n'y a qu'un seul actif qui n'est pas risqué, c'est l'emprunt d'État. Et donc on a besoin de l'emprunt d'État pour évaluer combien vont rapporter les autres actifs financiers par rapport à ça. Donc c'est pas grave, il faut rajouter dans notre calcul le patrimoine, M. Bocquet. Parce que là, on arrivera à quelque chose qui sera infiniment positif. Voilà, je voulais juste réagir par rapport à ça, ça va dans l'autre sens, ça fait que rembourser. Et aussi pour réagir à ce que vous disiez, effectivement, il y a de l'injustice fiscale. Et vous parliez de la TVA qui pèse extrêmement lourd dans le budget des ménages des moins aisés. Il y a des calculs qui ont été faits par Piketty et Sells qui sont discutables, mais parce qu'ils additionnent des impôts et des cotisations sociales, c'est des choses qui sont de nature différente, parce que la cotisation sociale, finalement, si je contribue et demain, si je tombe malade, quand je pars à la retraite, on me reverse. Donc le calcul est discutable. Mais quand même, le calcul de Piketty et Sells, il vous montre que plus vous êtes en bas de l'échelle sociale, plus les impôts et cotisations sociales pèsent lourd dans votre budget, et ça peut aller jusqu'à 60% pour les 10% les plus pauvres de la population. Donc il y a la TVA, il y a les cotisations sociales, et il y a aussi les taxes sur l'essence, parce que beaucoup n'ont pas d'autre choix que de prendre leur bagnole pour aller bosser. On a fermé plein de lignes ferroviaires là. Ici, on est en région parisienne, donc ça va, on peut prendre du transport. Il y a plein d'endroits où vous êtes obligé de prendre votre bagnole. Donc ça aussi, effectivement, ce côté non progressif de l'impôt, et j'aimerais quand même rappeler que, certes, c'est une tendance lourde depuis un certain nombre d'années que de déplacer la fiscalité vers le salaire plutôt que vers le capital, et il y a quand même eu un coup d'accélérateur monstrueux qui a été mis par Emmanuel Macron. Hollande n'a pas fait grand-chose de bien, mais il avait ramené la taxation sur le capital au même niveau que la taxation sur le travail. Première chose qu'a fait M. Macron, on passe à 30%, on fait 30% pour tout le monde, et il a supprimé l'exit tax, qui est le seul truc bien qu'a fait Sarkozy. C'est-à-dire Sarkozy avait dit, vous créez un business en France, vous vous barrez en moins de 25 ans, vous pouvez vous barrer, mais vous payez sur l'argent, puisque vous avez bénéficié des infrastructures françaises, etc. C'était vachement bien ça. Bon, Macron l'a supprimé,
Donc, certes, il y a une tendance générale, et M. Macron a été un accélérateur fantastique de cette politique. Il ne faut pas l'oublier non plus. Et sous prétexte d'investissement, comme si le seul critère pour investir, c'était est-ce que les taxes sont faibles. Quand on regarde les déterminants des investissements internationaux, c'est pareil que pour les critères d'installation dont vous parliez tout à l'heure, c'est pas du tout la taxation qui vient en premier. C'est est-ce que les gens sont bien formés, est-ce que la main-d'œuvre est bien qualifiée, est-ce qu'il y a des infrastructures qui vont nous permettre de développer notre activité, etc. Donc pareil, quand Macron nous dit que la taxation est le premier déterminant d'investissement, ou alors soit il ne fait pas son travail et il n'est pas sérieux, il n'a pas lu du travail d'économiste un peu sérieux qui a travaillé là-dessus, soit il nous juge de la flûte, soit les deux. Bon, donc voilà, je voulais juste réagir par rapport à ça, et une chose que vous avez oublié de rappeler et qui me paraît extrêmement importante, en France, effectivement, on a des dépenses publiques qui sont dans la moyenne haute par rapport au PIB. Mais pourquoi? Tout simplement, ce n'est pas les dépenses d'infrastructure, contrairement à ce que raconte le président de la République. Le type, il fait loi contre les fake news et il va à la télé raconter une fake news. C'est-à-dire que ce truc que nos dépenses de fonctionnement de services publics, ça coûte la moitié du PIB, c'est faux. C'est faux. C'est factuellement, c'est du flan, parce que c'est pas vrai. Quand on prend ces dépenses-là, on est à peu près au même niveau que les Canadiens et les États-Unis, qui sont, on le sait, de grands pays communistes, socialistes, marxistes, enfin, tout ce que vous voulez, on est au même niveau. Ce qui fait la différence en France, c'est les prestations sociales, c'est-à-dire l'allocation de rentrée scolaire, les APL, les aides au ménage. Donc c'est ça qui fait que quand on prend la dépense publique rapportée au PIB, on est plutôt dans la moyenne haute, même si on n'est pas des champions. On est derrière les pays nordiques, en particulier derrière la Suède. C'est les prestations sociales, c'est-à-dire les aides dont bénéficient les ménages et qui après vont dans les caisses quand même des entreprises privées. Parce que quand on a la question de rentrée scolaire, on va acheter du matériel scolaire pour ses gosses. On ne va pas acheter du matériel scolaire à la mairie, on va acheter du matériel scolaire dans le privé. Voilà, je voulais juste compléter vos deux présentations que j'ai trouvées absolument excellentes en évoquant ces points. Moi j'ai dit que je parlerais du revenu décent. Alors avant de parler du revenu décent, je voudrais quand même rappeler une chose. C'est que quand le salaire minimum a été créé en France, le salaire minimum interprofessionnel garanti au début, maintenant c'est devenu le salaire minimum interprofessionnel de croissance, c'est pas la même logique, il a été pensé pour faire vivre une famille, c'est-à-dire en couple, et 3 gosses. Aujourd'hui, si moi j'habite à Pantin, je suis des fois promené dans la forêt de Vincennes, vous en trouvez qui sont dans la forêt de Vincennes, qui bossent, qui sont payés au SMIC, qui dorment dans une tente en forêt de Vincennes. Donc quand on parle de revenu décent, évidemment, ce doit être une référence. Il faut quand même se rappeler que ce salaire a été créé au départ pour faire vivre une famille de 3 gosses. Et alors, là aussi, sur cette question du revenu décent, j'avais été, là encore, dans ce grand pays socialiste qui s'appelle les États-Unis en 2015, et ça m'a frappé à l'époque, il y avait toute une campagne, il y a des grèves extrêmement dures, dont on n'a pas entendu parler ici dans le monde français, hein. Moi j'en ai vraiment pas entendu parler de ça dans le monde français, sur le salaire décent, sur la question du salaire décent. Et cette question du salaire décent est extrêmement intéressante. Alors, ils sont partis d'une étude qui avait été faite par un économiste de l'université du Massachusetts qui s'appelle Robert Pauling, qui est conseiller pour Podemos par ailleurs, mais qui n'était pas encore à l'époque. C'est une étude que Robert Pauling avait fait pour Apple. Apple lui avait demandé c'est quoi un salaire décent à Cupertino. Donc il était allé voir les prix de l'immobilier, les prix de l'alimentation. Il était arrivé à ce chiffre de $15, qui est devenu un slogan de campagne et qui est vraiment devenu normatif quelque part aux États-Unis, $15 de l'heure. Alors imaginez qu'un parti politique en France ose proposer le salaire minimum à 13,35 € de l'heure. Je pense qu'on aurait quelques protestations et quelques. Voilà. Mais en tout cas, c'est devenu un slogan de campagne. Ce qui est très intéressant, c'est maintenant ça a été repris par le candidat Bernie Sanders à
à la présidentielle américaine, et ça a été repris par un certain nombre de démocrates. Vous avez 6 États aux États-Unis qui appliquent ce salaire minimum à $15. Vous avez aussi un certain nombre de villes qui l'ont mis en place, $15 de l'heure. C'est assez intéressant, et ça a été calculé justement pour que les personnes puissent se loger décemment, se nourrir décemment et se soigner. Et ça fait partie d'ailleurs, tout à l'heure, M. Bocquet a parlé du New Deal aux États-Unis, ça fait partie de la proposition de New Deal vert, le salaire minimum à $15, le New Deal vert qui est fait par un certain nombre de démocrates aujourd'hui, entre autres Bernie Sanders et Alexandria Ocasio-Cortez. Dans ce New Deal vert, il y a un salaire minimum de $15 de l'heure. Je trouve ça extrêmement intéressant parce que ça prouve bien que même dans un pays extrêmement capitaliste comme les États-Unis, on peut arriver, par les luttes sociales, par les revendications, à imposer ça dans le débat. Vous avez 6 États quand même aux États-Unis qui ont réussi à imposer ça. La chose fait son chemin. Quand vous regardez les enquêtes d'opinion, vous avez une majorité d'Américains qui sont pour. Alors qu'on est dans un pays capitaliste, extrêmement conservateur, et ce qui est frappant, c'est que même dans les États les plus conservateurs ethniques, vous avez une majorité de gens qui sont pour ça. Donc prendre les choses par ce côté, le revenu décent, ça paraît extrêmement intéressant. Alors évidemment, on va nous opposer, comme d'habitude, ah mais c'est irréaliste, vous êtes une bande de gauchistes, c'est pas possible, vous allez nuire à la compétitivité des entreprises, Bon, je sais que vous avez parlé de compétitivité ce matin, j'ai mes informateurs. La compétitivité, j'aimerais quand même rappeler qu'en Allemagne, l'un des secteurs les plus compétitifs, c'est l'automobile. Or, un salarié dans l'industrie automobile allemande, il coûte 1,5 fois le prix d'un salarié dans l'industrie automobile française. Dans certaines branches allemandes, ils sont hyper compétitifs, la métallurgie, ils sont passés aux 27 heures par semaine, payés 35. Donc si on dit que la compétitivité allemande est une compétitivité coût, il faudra me le prouver. Évidemment, il y a des secteurs où c'est le cas, pas les secteurs sur lesquels ils sont connus à l'international, c'est-à-dire les machines utiles, les bagnoles. Bon. Deuxième chose, j'aimerais quand même rappeler que dans le contexte de financiarisation qu'on a depuis 30 années, le partage de la valeur ajoutée, c'est complètement déplacé des salariés vers les actionnaires. On a piqué, grosso modo, quand on créait 100 gâteaux, au début des années 80, sur ces 100 créés, il y a 30% qui allaient aux actionnaires et 70% qui allaient aux salariés. Maintenant, on est à peu près à, pour simplifier, on est à 40% qui vont aux actionnaires et 60% qui vont aux salariés. Alors ça dépend évidemment des secteurs, ça dépend. Mais grosso modo, il y a 7 à 10 points qui sont passés de la poche des salariés vers la poche des actionnaires. Pourquoi faire? Si c'était à la rigueur pour favoriser l'investissement, la formation de capital fixe, le long terme, pourquoi pas? Mais c'est plus du tout le cas. Au début des années 80, quand vous aviez 100 actions, il y a 70 qui allaient à l'investissement. Maintenant, quand on donne 100 actionnaires, il y a 30 qui vont à l'investissement. Donc tout le reste, ça part dans des produits financiers dangereux sur les marchés financiers, des produits financiers extrêmement spéculatifs, des choses, je pense, qu'on gagne à faire connaître, parce que si les gens savaient le genre de conneries qui peuvent se sur les marchés financiers, on aurait une révolution. Ça part dans des trucs du genre, dans 3 mois, il pleut à Montreuil. Dans 6 mois, mon voisin va reprendre sa maison en valeur. Enfin, j'exagère à peine. Sur les marchés financiers, vous pouvez vous assurer 30 000 fois contre le risque de défaillance d'un pays ou d'une entreprise dont vous ne possédez pas les actions ou les titres. Donc, c'est comme si dans la vie, vous pouviez assurer jusqu'à 30 000 fois la part de votre voisin. Donc, vous comprendriez bien que dans ce cas, vous chercheriez à le faire cramer. Tout ça pour dire que si on en reprenait un peu aux actionnaires pour redonner un peu aux salariés, ce ne serait pas un drame. Rappelez-vous quand même que dans les années 60 et 70,
La gauche disait que 3% aux actionnaires, c'est bien assez. Aujourd'hui, on est entre 17 et 20% pour les entreprises, 17 et 25% pour les entreprises du CAC 40, 17 et 25% de taux de rentabilité. Donc des exigences qui font qu'on a cette compression salariale. Je pense que s'il y a de la volonté politique, on a suffisamment de marge de manœuvre pour imposer le versement d'un salaire décent à tous. Ça passe par le salaire minimum, parce que le salaire minimum, ne l'oubliez pas, a toujours ce qu'on appelle un effet de halo. Quand on augmente le salaire minimum, les salaires au voisinage du SMIC augmentent les uns après les autres. Donc, et ça ne peut être qu'une bonne chose pour l'économie française.